Tu ne l'oses pas vraiment. Pas encore. Tu ne te dis pas « je n'ai pas perdu quelqu'un ». Tu ne te dis pas « ce que je ressens n'a pas vraiment de nom précis ». Tu te dis quelque chose de plus simple, de plus acceptable, de plus propre à porter. Tu te dis « il me manque ». Et dans cette phrase courte, dans ces 3 mots, tu ranges quelque chose d'immense, quelque chose qui déborde de toutes parts si tu le regardes vraiment, et tu l'appelles par un nom qui t'évite d'aller plus loin. Il te manque, sauf que ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qui te manque existait avant lui. Il l'a juste rendu visible pendant un moment. Et maintenant qu'il est parti, ce n'est pas lui que tu vois dans l'espace vide qu'il a laissé. C'est ce qui était là avant lui, ce qui était là depuis longtemps, ce qui sera encore là après que la douleur aura changé de forme. Jung appelait ça la projection retirée. Et il disait que le moment où une projection se retire, ou ce que tu avais projeté sur quelqu'un revient vers toi, parce que cette personne n'est plus là pour le porter, est l'un des moments les plus douloureux et les plus chargés de possibilités qu'un être humain puisse traverser. Douloureux parce que ce qui revient est réel, chargé de possibilités parce que ce qui revient t'appartient. Commençons par le début. Pas le début de cette relation, le début de ce vide. Il y a en toi quelque chose qui précède tout ça, quelque chose qui était là avant que tu le rencontres, avant que cette relation commence, avant que tu aies un nom à donner à ce que tu ressentais. Un espace, une attente, une forme de manque que tu ne formulais pas clairement, mais qui organisait quelque chose dans ta vie, dans tes choix, dans tes relations, dans la façon dont tu cherchais certaines personnes et certaines expériences. Ce manque-là n'a pas un visage très précis, il est plus ancien que ça. Il vient de quelque chose que tu n'as pas reçu, pas nécessairement d'une façon dramatique, pas nécessairement d'une façon dont tu dirais « voilà, c'est là que tout a commencé ». Parfois c'est plus discret que ça. Parfois c'est juste une façon dont les choses ne se disaient pas dans une maison. Une façon dont certains besoins étaient tolérés, mais pas vraiment accueillis. Une façon dont tu as appris très tôt que certaines parties de toi devaient rester dans l'ombre pour que les choses fonctionnent. Jung dirait que ce manque, cette forme ancienne de vide, est précisément ce que l'ombre garde. Tout ce qui n'a pas été vu, nommé, reçu, tout ce qui a été compressé, mis de côté, appris à ne plus réclamer, l'ombre ne le détruit pas, elle le conserve. Et de temps en temps, quand quelqu'un arrive et semble capable de le voir, de le reconnaître, de lui donner de l'espace, l'ombre relâche quelque chose, une ouverture, un soulagement, quelque chose qui ressemble terriblement à de l'amour. Mais ce n'était pas entièrement de l'amour, c'était la reconnaissance de ce qui était dans l'ombre depuis longtemps. Parlons maintenant de ce qui s'est passé quand il est arrivé. Il y a eu quelque chose, un moment, une conversation, une façon dont il te regardait, ou t'écoutait, ou te parlait, qui a touché précisément là, pas au hasard, avec une précision que tu n'aurais pas pu anticiper et qui, en te surprenant, t'a ouvert d'une façon que tu n'avais pas prévu de t'ouvrir. Et à ce moment-là, sans que tu le décides consciemment, tu as projeté quelque chose sur lui. Tu lui as attribué dans la profondeur de ton inconscient, sans formuler le moindre mot, la capacité de remplir ce qui était vide, de voir ce qui n'avait jamais été vu, d'être le lieu où ce que tu portais depuis longtemps allait enfin pouvoir exister. Jung appelait ça la projection de l'anima ou de l'animus. Ces figures intérieures, construites depuis l'enfance à partir de ce qu'on a cherché, sans trouver, de ce qu'on a idéalisé sans recevoir, de ce que l'ombre garde précieusement se superpose à la personne réelle. Et ce qu'on voit alors n'est plus tout à fait cette personne. C'est cette personne plutôt ce qu'on a besoin qu'elle soit. Et cette combinaison-là, la personne réelle plus la projection, est d'une intensité extraordinaire. Parce que ce qu'on ressent n'est pas proportionnel à qui est vraiment cette personne. C'est proportionnel à tout ce qu'elle représente. Et ce qu'elle représente est immense, parce qu'elle représente quelque chose qui attendait depuis très longtemps. Voilà pourquoi tu as ressenti ce que tu as ressenti. Voilà pourquoi ça semblait si rare, si juste, si différent de tout le reste. Pas parce qu'il était exceptionnel au sens absolu, parce qu'il était arrivé au bon endroit dans ta psyché pour déclencher quelque chose d'ancien. Et maintenant il est parti, ou quelque chose s'est terminé, ou quelque chose a changé, et tu te retrouves avec ce vide que tu nommes lui, que tu nommes son absence, que tu décris à toi-même et aux autres comme le manque d'une personne précise, avec un visage précis, avec des habitudes précises et une façon précise de dire ton prénom. Et une partie de ça est vraie. Il y a une vraie perte, une vraie personne qui était réellement là,
et qui ne l'est plus. Et ça mérite d'être pleuré pour ce que c'est. Une perte réelle, une relation réelle, une présence réelle qui manque. Mais Jung te dirait qu'il y a quelque chose d'autre dans ce vide. Quelque chose qui n'a pas son visage à lui, quelque chose qui est plus grand que lui et qui préexistait à lui. Et si tu ne distingues pas ces deux choses, la perte réelle de lui et la réapparition du vide ancien, tu risques de confondre la guérison avec le remplacement. Tu risques de chercher quelqu'un d'autre sur qui projeter la même chose. Quelqu'un d'autre qui déclenchera la même intensité, la même reconnaissance, le même sentiment de avoir enfin trouvé. Parce que la projection cherche toujours un endroit où atterrir. Et si tu ne l'as pas reconnue pour ce qu'elle est, elle recommencera avec un autre visage. Et tu appelleras ça de l'amour, à nouveau, et ça recommencera. Et tu te retrouveras dans le même vide, devant un nom différent. Voilà ce que ça ressemble de l'intérieur, dans les détails que tu reconnais. Il y a des moments, pas tout le temps, mais à des heures précises, dans des contextes précis, où quelque chose te traverse, pas une tristesse généralisée, quelque chose de plus localisé. La lumière à une certaine heure, une chanson, l'odeur de quelque chose, un endroit que vous fréquentiez, et dans ces moments, ce n'est pas lui que tu vois d'abord. C'est une sensation, une ouverture dans ta poitrine, quelque chose qui ressemble à ce que tu ressentais quand il était là, et tu interprètes ça comme de l'amour pour lui, comme la preuve qu'il te manque, lui, spécifiquement lui, d'une façon irremplaçable. Jung dirait que ce que tu ressens dans ces moments, c'est le souvenir de l'état que tu étais quand la projection fonctionnait. L'état d'être quelqu'un dont quelque chose dans l'ombre avait été temporairement, partiellement reconnu. Et ce n'est pas lui que tu veux retrouver dans ces moments. C'est cet état, cette ouverture, cette façon d'exister avec une légèreté particulière, parce que quelque chose qui pesait lourd avait été provisoirement allégé. Et cette distinction entre lui et l'état qu'il activait est peut-être la plus importante que tu aies à faire pour comprendre ce que tu traverses vraiment. Parlons d'abord de ce que tu fais avec ce vide dans ta vie quotidienne, parce que le vide ne reste pas abstrait. Il s'infiltre dans les détails concrets de ta journée, de ta semaine, de tes habitudes. Tu te retrouves à vérifier ton téléphone à des heures précises, les heures où il t'envoyait quelque chose, pas parce que tu attends consciemment un message de lui, parce que ton système nerveux a enregistré ces heures comme des moments de contact, et il continue de les marquer même en l'absence de ce contact. Tu te retrouves à ne pas savoir quoi faire de certains moments, les moments qui lui étaient dédiés, qui étaient structurés autour de lui. Le dimanche matin, la soirée du vendredi, ces espaces-là qui avaient une texture particulière quand il était là, et qui ont maintenant quelque chose de vaguement creux, pas exactement douloureux, mais pas exactement rempli non plus, tu te retrouves à faire des choses que vous faisiez ensemble, pas pour retrouver sa présence, mais parce que ces choses étaient devenues des habitudes, et que les habitudes continuent même quand ce qui les avait créées a disparu. Et dans tout ça, dans ces vérifications, ces espaces creux, ces habitudes persistantes, tu vois des preuves qu'il te manque, des preuves que c'est bien lui que tu cherches. Jung te demanderait de regarder ça différemment. Ce que tu décris n'est pas de l'amour qui persiste. C'est un système nerveux qui a été conditionné à un certain rythme et qui cherche à retrouver ce rythme. C'est un inconscient qui avait organisé sa temporalité autour d'une présence et qui continue de chercher cette organisation. Et ce n'est pas la même chose que lui manquer au sens profond. Ce qui te manque dans ces moments n'est pas sa personne, c'est la structure, l'ordre, la façon dont sa présence, ou même la simple attente de sa présence, donnait une architecture à des espaces qui sans ça n'en ont pas. Et cette architecture-là, tu peux la reconstruire, pas avec lui, avec autre chose, avec toi-même, avec tes propres rythmes, avec des choses qui t'appartiennent vraiment plutôt que d'appartenir à vous deux. Mais pour faire ça, il faut d'abord accepter que ce que tu cherches n'est pas lui, c'est la structure qu'il représentait. Voici maintenant quelque chose que tu évites peut-être de formuler clairement. Tu as été soulagé parfois, pas tout le temps, pas de façon globale, mais dans des moments précis, tu as ressenti quelque chose qui ressemblait à du soulagement, une légèreté particulière, un espace, une façon de respirer légèrement différemment, et immédiatement après ce soulagement, tu as ressenti de la culpabilité. Parce que comment peut-on être soulagé de la fin de quelque chose qu'on aimait? Comment peut-on ressentir de la légèreté si ce qui est parti nous manque vraiment? Jung aurait regardé ce soulagement avec beaucoup d'attention. Il n'y aurait pas vu une preuve que tu n'aimais pas vraiment.
Il y aurait vu une information sur ce que la relation te coûtait, sur le poids qu'elle représentait, pas nécessairement un poids négatif, parfois simplement le poids de la présence constante de la projection, de ce qu'elle demandait, de ce qu'elle activait en toi, parce que porter une projection, être quelqu'un sur qui quelqu'un d'autre projette quelque chose d'immense, ou être quelqu'un qui projette quelque chose d'immense sur l'autre, c'est lourd, c'est intense, et l'intensité, aussi vivifiante qu'elle paraisse, a un coût énergétique réel. Et ce soulagement que tu as ressenti, ce souffle léger dans certains moments après, c'est le soulagement de quelqu'un qui a posé quelque chose de lourd, pas quelqu'un d'indifférent, quelqu'un qui portait vraiment et qui ne porte plus et dont le corps l'a remarqué avant que la tête ne le formule. Parlons de la nostalgie, parce que c'est souvent sous ce mot-là que tu ranges ce que tu ressens. La nostalgie d'une époque, d'une façon d'être, d'une période de ta vie qui avait une texture particulière. Jung avait une façon de regarder la nostalgie qui dérangeait. Il ne la traitait pas comme un sentiment innocent ou passéiste, il la traitait comme une information sur le présent. La nostalgie, pour Jung, ne parle pas du passé, elle parle de ce qui manque maintenant, de ce que tu n'as pas dans ta vie actuelle et que cette période passée semblait contenir. Et si tu écoutes vraiment ta nostalgie, si tu vas au-delà du « il me manque » pour te demander ce qui te manque précisément dans ce que tu as perdu, tu trouveras quelque chose d'intéressant, quelque chose de révélateur. Tu ne trouveras pas juste lui, tu trouveras une façon de te sentir vu, une façon d'exister avec moins de retenue, une façon d'être en relation qui donnait accès à des parties de toi que tu ne montres pas habituellement. Et ces choses-là, être vu, exister sans retenue, accéder à des parties de toi qui restent habituellement enfouies, ces choses-là n'existaient pas parce qu'il était exceptionnel. Elles existaient parce que la projection avait ouvert quelque chose, parce que l'état d'être en relation avec quelqu'un sur qui tu projetais quelque chose d'important te donnait accès à toi-même d'une façon que tu n'as pas normalement. Et c'est ça que tu veux retrouver. Pas lui, toi, dans cet état-là, toi, avec cette ouverture-là, toi, avec accès à ces parties de toi qui sont restées dans l'ombre depuis que la projection s'est retirée. Il faut maintenant dire quelque chose d'inconfortable. Le vide que tu ressens, ce vide que tu nommes son absence, te révèle quelque chose sur ta vie intérieure que tu n'as peut-être pas envie de regarder. Il te révèle que quelque chose en toi dépend d'une présence extérieure pour accéder à lui-même, que quelque chose en toi ne sait pas être ouvert, vivant, présent à sa propre profondeur sans la médiation de quelqu'un d'autre. Jung appelait ça la dépendance à la projection, et il ne le présentait pas comme une faiblesse morale. Il le présentait comme une étape naturelle dans le développement psychique, une étape que beaucoup de gens traversent sans jamais la dépasser, parce qu'ils ne savent pas qu'il y a quelque chose à dépasser. L'étape d'avant, celle dans laquelle beaucoup restent, est de chercher à l'extérieur ce qui ne peut venir que de l'intérieur. Chercher dans les autres un regard qui confirme qu'on existe. Chercher dans les relations un accès à soi-même qu'on ne sait pas trouver seul. Chercher dans l'amour, ou dans ce qu'on appelle amour, un endroit où les parties enfouies de soi peuvent enfin respirer. L'étape suivante, celle vers laquelle Jung oriente tout son travail sur l'individuation, est d'apprendre à accéder à ces endroits sans intermédiaire. D'apprendre à entrer en relation avec sa propre ombre directement, sans avoir besoin de projeter son contenu sur quelqu'un d'autre pour le sentir, ce n'est pas une étape romantique. Elle ne ressemble pas à une révélation. Elle ressemble à un travail lent, souvent inconfortable, de se retrouver soi-même dans des endroits qu'on avait habitué à ne visiter qu'en compagnie. Parlons du moment de la rupture, ou du moment où quelque chose a pris fin. Pas pour revivre la douleur, pour regarder ce qui s'est passé précisément dans ce moment. Il y a eu un avant et un après, et dans l'après, quelque chose a changé dans ta façon d'habiter ta propre vie. Des choses qui avaient du sens n'en avaient plus. Des choses qui te plaisaient semblaient moins vivantes. Des activités, des espaces, des moments de ta journée qui étaient chargés de quelque chose se retrouvaient soudainement vides. Et tu as interprété ça comme la preuve qu'il était indispensable. Que c'était lui qui donnait du sens à tout ça. Que sans lui, ces choses n'étaient plus ce qu'elles étaient. Mais Jung te dirait de regarder ça autrement. Ce qui a changé dans ces choses, ce n'est pas que lui était là et n'est plus là. C'est que la projection lui était attachée et s'est retirée avec lui. Et la projection, ce halo de sens, d'intensité, d'ouverture qu'elle créait autour de tout ce qui était lié à lui, c'est ça qui a disparu. Pas lui en tant que personne.
La projection, et si la projection peut disparaître avec lui, c'est qu'elle ne venait pas de lui. Elle venait de toi, elle était tienne avant qu'il arrive, et elle est toujours tienne maintenant qu'il est parti. Ce que tu ressens comme un vide est en réalité une richesse non réclamée, une profondeur qui t'appartient et qui cherche un endroit où exister non plus sur lui, mais en toi, directement. Il y a quelque chose que Jung répétait sous différentes formes, quelque chose qui, dans le contexte de ce dont on parle, prend une signification particulière. Il disait que tout ce qu'on ne rend pas conscient revient vers nous sous forme de destin, que ce qu'on ne regarde pas en face se rejoue, que ce qu'on ne comprend pas de soi-même continue d'organiser sa vie de l'extérieur, dans les choix qu'on croit libres, dans les relations qu'on croit choisies, dans les manques qu'on croit causés par les autres. Et le vide que tu ressens maintenant, ce vide que tu as nommé lui pendant tout ce temps, est précisément de ce type. Ce n'est pas un vide qu'il a créé, c'est un vide qu'il a révélé. Et la différence entre ces deux choses change tout à la façon dont tu peux y répondre. Si c'est lui qui a créé le vide, la seule réponse est de trouver quelqu'un d'autre pour le remplir. Et tu passeras ta vie à chercher cette personne, à la trouver parfois, à la perdre, à souffrir de cette perte, à recommencer, dans une répétition que Jung appellerait la conséquence de l'inconscient non regardé. Si c'est lui qui a révélé le vide, si le vide préexistait et préexistera à chaque relation particulière, alors la réponse n'est pas un remplacement. La réponse est une rencontre avec ce qui est dans ce vide, une rencontre avec ce que tu as mis dans l'ombre et qui attend depuis longtemps d'être regardé par quelqu'un qui ne partira pas. Toi, il faut maintenant parler de quelque chose que tu n'as probablement pas encore formulé clairement, même à toi-même. La personne que tu pleures n'est pas entièrement réelle, pas au sens où elle n'existe pas, mais au sens où la version de cette personne que tu portes dans ta tête, que tu ressens dans l'absence, que tu souviens avec cette intensité particulière, cette version-là n'est pas entièrement fidèle à qui elle était vraiment. Elle est filtrée, embellie, épurée de ce qui ne correspondait pas à la projection. Tu te souviens de ce qui confirmait ce que tu avais besoin qu'elle soit, et tu minimises, tu oublies, tu ranges dans un coin peu accessible de ta mémoire tout ce qui ne correspondait pas, les contradictions, les déceptions, les moments où la réalité de qui elle était ne coïncidait pas avec l'image que tu portais. Jung appelait ce processus l'idéalisation post-rupture, et il le considérait comme l'un des mécanismes les plus puissants qui empêchent le deuil réel de se faire. Parce qu'on ne peut pas faire le deuil de quelqu'un qu'on a idéalisé. On ne peut pas accepter la perte de quelqu'un qui, dans notre mémoire, était parfait ou presque parfait. On continue de le chercher parce que l'idéal ne peut pas mourir. Et cette personne idéalisée, cette version de lui épurée par la projection, te manque avec une intensité qui n'a jamais vraiment eu d'objet réel, parce qu'elle n'a jamais vraiment existé sous cette forme. C'était toi projeté sur lui, c'était ce dont tu avais besoin habillé avec son visage. Faire le deuil réel demanderait de te souvenir de qui il était vraiment. Pas pour le diaboliser, l'inverse de l'idéalisation n'est pas la diabolisation, mais pour le voir entier, avec ses limites réelles, avec les moments où il ne t'a pas donné ce dont tu avais besoin, avec les façons dont la relation n'était pas ce qu'elle paraissait être dans tes meilleurs souvenirs. Et ça, Jung dirait que c'est douloureux d'une façon particulière, parce que voir l'autre tel qu'il était vraiment, c'est aussi voir la projection pour ce qu'elle était. C'est reconnaître que ce que tu aimais avec cette intensité n'était pas entièrement lui, c'était aussi toi, dans tout ce que tu portais, projeté sur une surface qui s'est avérée ne pas être ce que tu croyais. Voilà maintenant ce que ça demande concrètement. Pas de volonté de guérir, la volonté de guérir est elle-même parfois une façon d'éviter de ressentir. Pas de liste de choses à faire, les listes gardent à la surface. Quelque chose de plus difficile et de plus proche, la capacité de rester dans le vide sans immédiatement chercher à le remplir. Et avant ça, quelque chose d'encore plus difficile, la capacité de regarder le vide en face et de se demander depuis quand es-tu là, pas depuis lui, depuis avant, depuis quand est-ce que quelque chose en moi attend d'être vu, reconnu, accueilli par quelqu'un, depuis quand est-ce que quelque chose en moi cherche dans l'extérieur un endroit où exister plus complètement. Jung dirait que cette question, posée honnêtement, sans se précipiter vers une réponse qui rassure, est le début du vrai travail, pas le travail de guérir une relation perdue, le travail de comprendre ce qu'on cherchait à travers elle, ce qu'on a toujours cherché
Et pourquoi on continue de le chercher là où on ne peut pas le trouver durablement? Parce que le problème de la projection, Jung y revenait sans cesse, c'est qu'elle ne peut jamais être pleinement satisfaite. Elle cherche quelque chose d'entier, de parfait, de définitif. Quelqu'un qui va enfin remplir ce vide une fois pour toutes. Quelqu'un sur qui tout ce qu'on porte va pouvoir reposer. Et cette personne n'existe pas parce que les gens sont insuffisants, parce que ce que la projection cherche ne peut pas venir d'une personne extérieure. Ça peut venir de soi, de la rencontre avec sa propre ombre, de l'intégration progressive de tout ce qu'on a mis de côté. Pas d'un coup, pas proprement, mais réellement, lentement, d'une façon qui ne dépend pas de la présence ou de l'absence de quelqu'un d'autre. Voilà maintenant ce que tu ressens vraiment quand tu es honnête. Tu ne sais pas très bien ce que tu ressens. C'est ça la vérité. Il y a des moments où le manque est intense et précis, où tu penses à lui, à quelque chose qu'il disait, à une façon qu'il avait de faire quelque chose. Et il y a des moments où le manque est diffus, général, sans objet vraiment identifiable, une tristesse qui n'a pas son visage, une pesanteur qui précède toute pensée précise sur lui, et c'est ce deuxième type de manque, ce manque sans visage précis, qui est le plus révélateur, parce que c'est lui, le vrai, c'est le vide ancien qui a profité de l'absence de la projection pour se montrer tel qu'il est, sans déguisement, sans le visage de quelqu'un de précis pour le rendre acceptable et nommable. Et ce vide-là, aussi inconfortable, aussi difficile à tenir soit-il, est peut-être la chose la plus honnête que tu aies ressentie depuis longtemps. Parce qu'il ne te demande plus de projeter, il te demande simplement d'être là, avec ce qui est là, avec ce qui était là avant lui et qui sera là après, non pas comme une sentence, mais comme une invitation. Jung dirait « Ne fuis pas ce vide, ne cherche pas immédiatement à le remplir avec quelqu'un d'autre, avec une activité, avec une explication qui le domestique. Reste là, pas pour souffrir, pour regarder ce qu'il contient. Ce qu'il contient, c'est toi, tout ce que tu n'as pas encore rencontré de toi-même, tout ce que tu as donné à d'autres à porter sans le savoir, tout ce qui t'appartient et qui attend, patiemment, depuis longtemps, que tu viennes le chercher toi-même. C'est peut-être la chose la plus difficile que Jung demande dans tout son travail, parce que le vide fait peur. Pas pour de mauvaises raisons, pour des raisons très humaines, très compréhensibles. Le vide ressemble à la perte de sens. Il ressemble à quelque chose qui pourrait ne jamais se remplir. Il ressemble à la confirmation de quelque chose qu'on avait toujours redouté, que peut-être, sans quelqu'un, on n'est pas grand-chose. Mais Jung dirait que c'est précisément là, dans ce vide, que se trouve quelque chose d'essentiel, pas immédiatement, pas confortablement, mais réellement, parce que ce vide que tu as nommé lui pendant si longtemps, n'est pas une absence, c'est un espace que la projection occupait et dont elle s'est retirée, et un espace qui s'est libéré, même douloureusement, est un espace dans lequel quelque chose de nouveau peut commencer à exister, non pas une nouvelle relation nécessairement, pas un nouveau quelqu'un sur qui projeter la même chose, quelque chose de plus fondamental, une façon différente d'être en relation avec ta propre vie intérieure, une façon d'accéder à toi-même qui ne passe plus uniquement par le regard de l'autre. Alors voilà où on en est vraiment. Tu ne l'oses pas encore complètement, cette phrase, cette vérité, mais elle est là. Tu n'oses pas te dire ce que j'appelle son manque, c'est le manque de moi-même, le manque de la version de moi qui existait quand la projection fonctionnait, le manque de l'accès à ma propre profondeur que cette relation m'offrait. Tu n'oses pas encore te dire, le vide n'est pas arrivé avec lui. Le vide était là avant, et il sera là après. Pas comme une condamnation, mais comme une invitation à aller le chercher directement, sans intermédiaire, sans projection, sans avoir besoin d'un visage précis pour te donner accès à quelque chose qui t'a toujours appartenu. Jung dirait que c'est là que commence l'individuation, pas dans la guérison d'une blessure, pas dans la résolution d'une douleur, dans la décision silencieuse, intérieure, sans cérémonie, de regarder ce qui est dans le vide plutôt que de chercher quelqu'un pour le remplir. Ce n'est pas romantique, ce n'est pas rapide, ce n'est pas ce que tu voulais entendre, mais c'est réel, et c'est le seul chemin qui ne te ramène pas au même vide avec un autre visage. Le vide t'appartient, ce qu'il contient aussi, et tu n'as pas encore tout à fait regardé ce que c'est.